Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à nous soutenir. Pour ce faire, rendez-vous sur notre page d'accueil de storiavoce.com dans la rubrique Soutenez-nous. Je suis très heureux de recevoir à ce micro pour la deuxième fois Georges-Henri Soutou. Georges-Henri Soutou, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux parce que nous allons un peu revivre ce que nous avons vécu, ce que moi personnellement j'ai vécu il y a plusieurs années en face de vous, c'est-à-dire que nous allons entendre un de vos cours et un cours spécifiquement sur votre grande spécialité, la guerre froide. Alors vous avez publié bien évidemment plusieurs ouvrages, vous avez déjà travaillé sur la guerre froide puisque vous avez publié chez Fayard, si mes souvenirs sont bons, La guerre de 50 ans, et vous venez d'éditer aux éditions Talendier La guerre froide de la France 1941-1990. Georges-Henri Soutou, donc cette émission sera, nous avons décidé de faire deux émissions particulières sur la guerre froide. Une première qui sera sous le thème « La guerre froide a-t-elle seulement été un conflit entre deux blocs Est-Ouest », en l'occurrence un conflit idéologique, et une deuxième qui s'attachera à la spécificité française, à la politique extérieure française, qui, elle, a pour titre « La France a-t-elle bénéficié de la guerre froide ?» C'est un titre provocateur. Premier sujet, donc, la guerre froide a-t-elle seulement été un conflit entre deux blocs Est et Ouest? Parce que Georges-Henri Soutou évoquait la guerre froide, c'est avant tout parler des rapports entre les États-Unis et la Russie soviétique. Or, bien d'autres pays ont joué un rôle dans ce conflit. C'est pourquoi l'expression « les deux blocs » est, évidemment, on la comprend, bon, et pas totalement faux non plus, mais elle est tout à fait excessive. D'un côté, il y a le bloc soviétique. Ça, c'est un bloc parce que Moscou contrôle, pas à 100% d'ailleurs, mais dans une très large mesure, les pays qu'on appelait à l'époque les pays satellites, c'est-à-dire les autres pays communistes, en particulier les pays du pacte de Varsovie en Europe. Du côté occidental, il y a bien entendu une alliance, l'Alliance Atlantique, il y a bien entendu un rôle dirigeant des États-Unis, c'est absolument incontestable, mais ce n'est pas un bloc. Quand la France, en 1966, décide de quitter l'organisation intégrée du pacte atlantique, elle quitte cette organisation sans problème. Quand, à certains moments, les Polonais ou les Tchèques ont voulu faire la même chose ou l'équivalent de l'autre côté, l'armée rouge est venue les rappeler à l'ordre. C'est pour cela que j'ai un peu de mal à accepter l'expression « les deux blocs ». Je préfère l'expression « les deux groupes ». Les deux groupes. Alors, cette idée de bloc atlantique est très importante dans nos perceptions. Or, pour la France, on s'aperçoit à la lecture de votre ouvrage, donc La guerre froide de la France, que l'atlantisme a duré très peu d'années. Il a duré au sens strict, c'est-à-dire pas simplement une conception de politique extérieure, d'alignement sur Washington, mais sur un sens plus large. Sur la civilisation, conformément d'ailleurs au préambule du pacte atlantique qui rappelle les valeurs communes, la démocratie libérale, etc. Sur ce plan-là, la France, à la différence de pays comme l'Angleterre ou l'Allemagne, peut être considérée comme majoritairement, au moins au niveau des élites dirigeantes, comme majoritairement atlantiste en 1950 et 1952. C'est-à-dire le début de la guerre de Corée, et puis 1952, le début des grands problèmes de la 4e République, en particulier en Indochine. 2 ans. Avant, c'est pas ça, et après, ce n'est plus ça. Et bien avant l'arrivée ou le retour du général de Gaulle au pouvoir en 1958, les Français conservent leur liberté de jugement, d'attitude, de comportement au sein de l'Alliance Atlantique. D'où le titre du livre, vous avez bien voulu rappeler, La guerre froide de la France. C'est la guerre froide de la France, celle que la France a menée, qui n'est pas semblable à celle des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne, voire même de l'Italie ou d'autres pays du pacte atlantique. Alors, est-ce que l'on peut dire en conséquence que l'atlantisme n'est au fond qu'une idée ou un concept qui représentait, j'allais dire, une sorte
oui, une idée propre aux États-Unis que les États-Unis ont souhaité imposer au monde et qu'ils ont plus ou moins réussi à imposer selon les époques? Alors, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau de la guerre froide, c'est un niveau idéologique. Là, incontestablement, entre l'idéologie démocratique libérale et l'idéologie communiste, vous avez un affrontement. On pourrait rendre la chose encore plus difficile, mais on va s'en tenir à ça. Cet affrontement idéologique est autre chose encore que deux idées qui ont joué un rôle dans la guerre froide. L'idée européenne d'un côté, à partir de Robert Schuman en 1950, ou de Jean Monnet à la même époque, qui est liée à la guerre froide tout en étant différente de la guerre froide. C'est encore autre chose, mais c'est une idée. Et l'atlantisme, c'est une idée qui apparaît d'ailleurs dès la Première Guerre mondiale, d'une sorte d'union naturelle entre les grandes démocraties de l'Europe et des États-Unis, enfin de l'Amérique du Nord. C'est une conception de civilisation, de culture, au-delà même d'une stricte idéologie. Ça, ce sont deux idées. Bon. Et le troisième élément qui complique évidemment la guerre froide, il y a aussi des intérêts géopolitiques. Des deux côtés, d'ailleurs, l'Union soviétique a aussi des intérêts géopolitiques classiques. Les États-Unis ont aussi des intérêts géopolitiques. On met en avant les problèmes de l'idéologie, ou les grands projets européens ou atlantiques, les idées, mais ça n'empêche pas que l'on a aussi à Washington, et pas seulement à Moscou, et bien sûr à Paris, on le verra, des intérêts plus strictement nationaux et géopolitiques. C'est cette interaction en ces différents niveaux qui constitue toute la difficulté pour l'historien. Voir la guerre froide uniquement comme un affrontement de puissance à la manière classique, c'est une vision fausse du problème. Voir la guerre froide uniquement comme un affrontement idéologique, c'est trop réducteur. Voir la guerre froide comme une sorte de combat de grandes idées, l'atlantisme, la construction européenne, la construction du socialisme, ce que vous voudrez, c'est abstrait. C'est une partie de la réalité, mais une partie seulement de la réalité. D'où la nécessité de tenir compte de ces différents aspects. Vous évoquez bien évidemment la doctrine Kennan, George Kennan, créateur du concept du containment, le containment qui visait donc à endiguer l'expansionnisme soviétique. Le containment fait partie de l'atlantisme? Alors le containment est un élément essentiel de l'atlantisme parce qu'il l'a rendu possible. Je m'explique. Le containment, c'est, vous avez dit, contenir. Ce n'est pas refouler. Même si à certains moments il y a eu des arrière-pensées de refoulement de l'influence soviétique. Mais Kennan, c'est très précis quand il l'annonce. Cette doctrine, en 46-47, c'est empêcher l'Union soviétique de progresser plus loin. Donc c'est une politique défensive. Sans ça, les États-Unis n'auraient eu l'accord ni de Londres ni de Paris. Si s'agit d'une politique plus agressive de refoulement, qui peut se démontrer par tous les épisodes successifs. Deuxième point important, la stratégie de Kennan est à double détente. La première, c'est le containment, mais la deuxième phase de son raisonnement, qui est tout aussi importante, c'est que si on empêche l'Union soviétique de progresser, comme il commençait à le faire depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle finirait par devoir se consacrer, étant bloquée à l'extérieur, à ses problèmes intérieurs, et Kennan, comme l'ensemble des responsables américains à l'époque, étant convaincu que le système soviétique n'étant pas bon, en particulier sur le plan économique, et ne pouvant pas réussir sur le plan économique, l'Union soviétique serait obligée à la longue, 15 ans, 30 ans, cet ordre-là, si vous voulez, de commencer à entamer des réformes, et à partir du moment où elle commencerait à se réformer, il serait davantage possible de discuter avec elle pour arriver à des accords convenables. Entre nous, d'ailleurs, c'est en gros ce qui s'est passé, si on veut bien réfléchir à la période finale de la guerre froide. Et cette stratégie consistant à laisser en quelque sorte l'Union soviétique mariner dans son jus en l'empêchant de progresser, et de façon à ce que les choses suivent leur cours et que l'impossibilité du régime de la planification économique centralisée, l'impossibilité pour ce régime de triompher à long terme et même d'être efficace à long terme,
Là, c'était réservé évidemment à des groupes de réflexion ou des élites occidentales plus limitées. C'était pour les gens qui suivaient vraiment les problèmes. Mais là aussi, les Américains auraient dit à leurs alliés en 1949, quand on a créé le pacte atlantique, on va provoquer la révolution dans toutes les démocraties populaires. Même si certains à Washington y pensaient incontestablement, mais ce n'est pas la politique centrale, ni Londres ni Paris n'auraient suivi. À partir du moment où les Américains disaient, de toute façon c'est à long terme, on va voir, il faut organiser notre système qui soit efficace, et il sera plus efficace que le système soviétique, et un jour celui-ci finira par devoir se modifier en profondeur. On pourra discuter avec lui, ou il finira par s'effondrer, alors on discutera avec les successeurs. C'était ça, si vous voulez. Et là, on arrivait à un accord de principe, même si, dans le détail, bien entendu, il y a eu bien des disputes entre occidentaux, hein, c'est tout à fait clair. Alors, vous citiez Londres, vous citiez Paris, vous avez cité aussi en début d'émission l'Allemagne. On a donc des spécificités propres à chaque pays. Je pourrais même aller plus loin, parce que, bon, on est obligé de restreindre. Mais si vous prenez l'Italie, par exemple, elle n'a pas les mêmes moyens que la France, mais elle a aussi un parti communiste qui représente en gros un quart de l'électorat pendant les années qui nous occupent, et même à la fin de la guerre froide, près du tiers de l'électorat italien. Bon, ce qui fait que le gouvernement de Rome est toujours obligé de faire très attention sur le plan de sa politique intérieure, comme souvent le gouvernement français d'ailleurs. Nous allons y revenir. D'autre part, l'Italie a des intérêts régionaux vers les Balkans, vers la Méditerranée orientale, qu'on oublie souvent en France, puis ils sont tout à fait réels depuis toujours, qui n'ont pas cessé après 1945, au contraire, et elle fait toujours très attention à ne pas se couper, ou risquer de se couper de ces régions à cause de tel ou tel développement de la guerre froide. C'est très intéressant à suivre dans le détail. D'autre part, sur le plan intellectuel, les Italiens, quelles que soient leurs orientations politiques, ont fait preuve d'une très grande imagination créatrice dans le domaine, par exemple, des échanges économiques Est-Ouest. Ils ont été les premiers à développer, avec le régime soviétique et les pays d'Europe de l'Est, des échanges économiques importants. Je cite l'exemple connu de la construction des usines Fiat en Union soviétique, dans une ville nouvelle appelée Toyategrad, Toyate du nom du chef du Parti communiste italien, n'est-ce pas? Encore aujourd'hui, on fabrique des voitures. Bon, ils ont d'autre part, sur le plan intellectuel, exploré tous les interstices entre la démocratie libérale, le socialisme démocratique, le socialisme plus autoritaire, le communisme, avec une richesse d'invention qu'on retrouve dans les programmes de leurs partis politiques et chez leurs intellectuels. Ils ont inventé ce qu'on a appelé dans les années 70 l'eurocommunisme, c'est-à-dire un communisme officiel, le Parti communiste italien, qui prenait cette doctrine, bien entendu toujours en accord avec Moscou, mais transformé, modifié, adapté aux conditions de l'Europe occidentale, c'est-à-dire de pays en pleine croissance économique, en pleine élévation du niveau de vie, pays où le discours communiste du genre 19e siècle à Zola ne portait plus rien. Vous ne parlez pas comme parlait Zola aux mineurs de Germinal, quand vous avez une classe ouvrière italienne qui roule dans des Fiat 600, qui est logée correctement, qui fait des études, etc., qui mange très correctement. Vous ne pouvez plus tenir le même langage. C'est l'eurocommunisme, n'est-ce pas, destiné à ouvrir. Alors, si vous tenez compte de tout ça, l'Italie a joué son rôle. Je prends un autre exemple, l'Autriche. L'Autriche est une situation extrêmement difficile après la guerre, parce qu'elle est occupée par les 4 vainqueurs, mais elle a bien failli se retrouver démocratie populaire sous le contrôle des soviétiques. Il a fallu beaucoup d'intelligence manœuvrière aux Autrichiens pour échapper au sort de la démocratie populaire, et ils ont parfaitement compris que leur liberté, malgré la neutralité qu'on leur a évidemment imposée,
dépendait d'une limitation de la guerre froide. Il fallait calmer la guerre froide le plus possible pour qu'ils puissent rester à peu près tranquilles. Donc ils ont joué un rôle constant. Je pourrais faire tout un développement, mais ils ont joué leur rôle. Un autre pays auquel on ne pense pas forcément, qui a joué un rôle considérable pour des raisons pas trop différentes, c'est la Belgique. La Belgique a eu des hommes politiques tout à fait remarquables, ministre des Affaires étrangères, en particulier Paul-Henri Spaak, un des grands artisans de toute la politique occidentale à l'époque, et plus tard, un autre ministre des Affaires étrangères, Harmel. Et les deux ont toujours veillé à ce que l'Occident ait toujours, vis-à-vis de Moscou, mais vis-à-vis de sa propre opinion publique, une politique double. C'est le sens du rapport Harmel de 1967. D'un côté, face aux soviétiques, on ne se laisse pas faire. Si on renforce l'armée rouge à Moscou, eh bien, les Occidentaux doivent renforcer leur défense, mais en même temps, on doit être à tout moment prêt à négocier avec les Soviétiques, qui sont prêts à négocier. C'est une sorte de double voie qui a été inventée, il a été évidemment soutenu par d'autres, mais elle a été inventée au départ par des hommes politiques belges, tenant compte aussi de leur situation politique intérieure, tenant compte des intérêts d'un petit pays, par la puissance géopolitique, mais très important par les intérêts économiques, situation tout à fait particulière, pendant longtemps également très important à cause du Congo belge de l'Afrique, avec des tas d'enjeux à préserver, et ils ont mis au point cette stratégie qui a été adoptée par les autres pays de l'Alliance occidentale. Ce qui fait que si vous tenez compte des apports des uns et des autres, y compris les Britanniques, qui ont aussi eu des idées à certains moments, bon, vous arrivez très souvent à la situation où Washington commence par dire à côté de nous, non, on voit vraiment pas ça comme ça. Puis au fond, à la réflexion, vous autres Européens, vous avez raison, on va se mettre d'accord là-dessus. Comme ça, on présente un visage acceptable pour nos opinions publiques. Nous menons une politique équilibrée. Si les Soviétiques veulent effectivement améliorer les choses, on les améliore. S'ils ne veulent pas, on continue à se défendre. Voilà, pour résumer, évidemment. Alors, on comprend bien que dans ces pays occidentaux, comme la France, l'Italie, l'Autriche, il y a à la fois des impératifs de politique extérieure, mais aussi des impératifs de politique intérieure. Ce qui distingue la France, un peu comme l'Italie, c'est la question du Parti communiste français. Alors, il est évident que c'est la distinction essentielle, et là, les deux pays, au moins jusqu'à l'arrivée au retour au pouvoir de Charles de Gaulle en 1958, où le vote communiste tombe d'un seul coup de 25 à 15%, bon, et restera ensuite, sauf exception, entre 15 à 10% à la fin de la période de la guerre froide. Bon, alors qu'en Italie, ça restera plus élevé, n'est-ce pas? Mais malgré tout, même quand le Parti communiste français a moins d'électeurs, il conserve dans le milieu intellectuel, journaliste, les médias, etc., une place considérable jusqu'à la fin de la guerre froide. Vous n'avez qu'à vous souvenir des émissions de télévision des années 70 ou 80, quand on faisait venir Georges Marchais à la télévision, tout le monde regardait ça, n'est-ce pas? El Kabbach, taisez-vous, n'est-ce pas? Ça s'est resté célèbre. Et à l'époque, c'était pris au sérieux, même si le poids électoral du Parti communiste avait baissé. Ceci dit... Et puis François Mitterrand prend des ministres communistes. Il est obligé de... Bon, il réussit en même temps à pomper leur voix. Enfin bon, c'est un jeu, mais on est obligé de tenir compte de leur existence. Les partis de droite, ou dits de droite, quand ils sont au pouvoir, d'ailleurs, même s'ils ne mènent pas la politique que souhaite le Parti communiste français, sont obligés de tenir compte de son existence, hein. Y compris en politique extérieure. Il y a des équilibres qui font des réflexions qu'on est forcément obligé de se faire. Alors, d'autres pays n'ont pas des partis communistes puissants. Je prends le cas de la Grande-Bretagne. Mais elle a, la Grande-Bretagne, un parti travailliste, dont les marges, disons de gauche, c'est un ensemble complexe. La partie gauche du parti travailliste britannique, dans ces années-là, est très influencée par l'État soviétique. C'est probablement la raison pour laquelle le parti communiste britannique ne s'est jamais développé. C'est que son rôle, et sur le plan de la politique intérieure, et sur le plan international qui pouvait intéresser Moscou, était fort bien joué par le Parti travailliste, ou en tout cas par des secteurs entiers du Parti travailliste. Les gouvernements britanniques savent très bien que pour les questions d'armement, de réticence face aux armes nucléaires, d'alignement militaire sur les États-Unis,
d'application éventuelle en cas de crise dans des opérations où la Grande-Bretagne pourrait être engagée pour la défense de villes allemandes, par exemple, toutes ces questions, le gouvernement britannique est obligé de tenir compte des réticences ou de l'opposition de toute une partie de son opinion. Et on peut reprendre le même raisonnement pour d'autres pays. La dernière grande crise de ce genre dans les années 80, dite la crise des euromissiles, quand l'Alliance Atlantique, à partir de 1979, a voulu mettre en place en Europe occidentale des engins nucléaires américains capables d'atteindre le territoire soviétique pour répondre à la mise en place, à partir de 1976, d'engins soviétiques capables d'atteindre le territoire de l'Europe occidentale avec des armes nucléaires. Alors, la question stratégique est assez complexe, je n'insiste pas là-dessus, mais il y a eu d'énormes campagnes d'opinion, il y a eu des manifestations monstres contre la mise en place des armes nucléaires américaines, qu'on appelait les euromissiles, n'est-ce pas, avec 200, 300 000 participants en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc, encore au milieu des années 80, au début des années 80, au moment où l'Union soviétique commence déjà à donner des signes de faiblesse croissante, les gouvernements occidentaux sont très ennuyés par les réactions pacifistes peut-être, mais bien entendu manipulées et travaillées par tous les agents d'influence soviétiques utilisant tout cela pour affaiblir la volonté de défense occidentale, pour parler très très rapidement, bien entendu, de façon quasiment caricaturale. Mais ce facteur de politique intérieure qu'à juste titre vous rappeliez a été effectif jusqu'au bout. Alors la France justement a un empire qu'elle perd au fur et à mesure des années, c'est la période de la décolonisation. Est-ce que on peut parler d'un anti-impérialisme justement face à cette grandeur américaine, mais aussi cette grandeur soviétique? Alors là, c'est une question particulièrement complexe parce que bon, l'Empire français est ce qu'il est. À partir du moment où la France a été battue en 1940, même si ensuite elle s'est raccrochée et rattrapée, elle a subi son prestige a subi un coup considérable, tout le monde l'a remarqué. D'autre part, à partir du moment où la Grande-Bretagne commençait à transformer son empire en Commonwealth, en particulier avec l'indépendance indienne en 1947, tous les gens à Paris, tous les responsables sérieux savaient que l'Empire français devrait très sérieusement évoluer, sinon il disparaîtrait. Ça, on en est conscient. Les gens responsables au ministère des colonies sont conscients dès 1947, même si on ne le dit pas en public. D'autre part, la guerre froide, c'est quand même l'opposition de deux pays qui ont des accords sur bien des choses, mais ils sont d'accord, où ils convergent sur un point, ils sont tous les deux hostiles aux empires coloniaux des métropoles européennes. L'Union soviétique, parce qu'elle a une théorie révolutionnaire qui passe stratégiquement par la destruction des empires coloniaux, et les États-Unis, parce qu'ils sont depuis toujours hostiles aux empires coloniaux. Alors bien entendu, l'hostilité américaine a fait l'objet d'un sérieux bémol face à la politique soviétique, quand les Américains se sont rendus compte que de l'Indochine au Moyen-Orient à l'Afrique, les soviétiques soutenaient, je ne dirais pas qu'ils manipulaient et suscitaient tout, mais ils soutenaient les gouvernements anti-occidentaux, les mouvements d'indépendance, etc. Ils les soutenaient dans certaines mesures variables, parfois moins qu'on ne l'a dit, parfois plus qu'on ne l'a su à l'époque. Contestablement, ça allait dans ce sens-là. Et les Américains se disaient, si nous restons dans une politique de stricte fidélité aux intérêts impériaux et coloniaux de nos alliés, de toute façon, ils seront chassés, et nous, Américains, nous subirons le contre-coup. Donc, il faut présenter autre chose. Il y avait là des accords, à certains moments gommés, à cause des nécessités, par exemple, pendant la guerre d'Indochine. Elle commence pour nous en 1946. Au départ, les Américains sont très réticents face à notre action militaire en Indochine pour maintenir l'Indochine française. Puis en 1950 arrive la guerre de Corée. Et là, les Américains admettent la thèse française, il y a un combat en Asie contre le communisme, les Américains se battent en Corée et les Français mènent le même combat en Indochine. Et là, les Américains, oui, effectivement, et ils acceptent à partir de 1950 de nous aider.
en 1954, à la fin de la guerre d'Indochine, les Américains paient 75%, je dis bien 75%, des frais que l'État français subit ou doit engager pour la guerre d'Indochine, n'est-ce pas? Donc ça montre là un soutien incontestable, sans compter les fournitures d'armement, etc. Mais il est évident que cette question coloniale ou guerre de libération, question impériale, comme vous voudrez, peu importe le vocabulaire, a constamment compliqué les choses parce que beaucoup de Français estiment qu'ils ont en face d'eux deux adversaires qui, là, sont alliés, alors qu'officiellement, au niveau de la guerre froide, ils sont opposés, les États-Unis et l'Union soviétique. Et vous ne pouvez pas comprendre la chute de la 4e République le 13 mai 1958 et le retour de Général de Gaulle au pouvoir si vous n'admettez pas que beaucoup de responsables, beaucoup de militaires, beaucoup de hauts fonctionnaires, beaucoup d'hommes politiques se disent, mais au fond, nous avons affaire, comme disait le Général de Gaulle d'ailleurs, à une double hégémonie. Malgré leurs différences, les Américains et les Soviétiques, sur certains points, ils sont d'accord entre eux à notre détriment. Ce qui, là aussi, ajoute une dimension particulière à la politique de la France dans la guerre froide, qui vaut pour la fin de la 4e République et pour la 5e République. On est hostile au totalitarisme communiste. Je dirais que la majorité des Français l'ont toujours été, et l'essentiel de leurs responsables au pouvoir. En même temps, à certains moments, on trouve que pour les actions concrètes que l'on doit mener très difficilement de l'Asie à l'Afrique du Nord ou à l'Afrique noire, on trouve les Américains souvent peu engagés à nos côtés, voire même hostiles. D'où cette tendance à considérer que on a malgré tout affaire à une double hégémonie. Donc il y a bien une opposition Est-Ouest, et la France joue son rôle, elle sera toujours du côté occidental. Dans toutes les grandes crises, elle sera toujours du côté occidental. Elle ne cherchera jamais à jouer un rôle de neutralité, disons, lors des grandes crises Est-Ouest. Mais en même temps, ça n'empêche pas d'être très en méfiance dans certains milieux, et parfois au sommet de l'État, face à cette double hégémonie. C'est l'expression du général de Gaulle. Ce qui ajoute, bien entendu, à la politique française, et c'est compris comme ça par la population. Vous pourriez lire la presse, ou même recourir aux sondages de l'époque. Vous retrouvez plus ou moins bien formulé, mais vous trouvez toujours cette espèce de dichotomie entre une adhésion générale à la résistance face au communisme soviétique totalitaire, ça d'accord, on n'en veut pas, et en même temps l'idée que, au fond, Moscou comme Washington, Washington comme Moscou, ont des objectifs géopolitiques égoïstes, pour des raisons stratégiques ou économiques, qui veulent nous chasser de notre empire. Voilà, pour dire les choses en 3 mots. Alors, quelle sera justement la politique française tout au long de ces décennies? C'est ce que je vous propose de voir, Georges-Henri Soutou, dans notre prochaine émission. Je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine. Merci beaucoup, Georges-Henri Soutou. Merci à vous, Christophe. Je rappelle le titre de votre ouvrage, donc La guerre froide de la France, 1941-1990, un livre paru chez notre partenaire, les éditions Talendier. Chers auditeurs, merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau cours d'histoire.